plaisir de vous présenter une émission spéciale du Temps des Fêtes, produite par le géant Canal 4 et réalisée grâce à la collaboration de Gérald Bélanger, Hélène Barry, Léo Bergeron, Nicole Bergeron, Claude Bande, Jean-Guy Dallaire, Laval Dallaire, Claude Delorme, Denis Harvey, Régent Lavoie, Gérard Martel, Lynn Mathieu, Régent Morin, Louis Portugais, Carmen Potvin et Réal Simard. Pour débuter, nous vous présenterons le célèbre folkloriste Jacques Labrec, qui faisait récemment un séjour parmi nous. Nous passerons ensuite aux vœux du Nouvel An que les citoyens ont enregistrés samedi dernier. Et pour terminer, nous vous présenterons les vœux que les petits-enfants du secteur nous feront. Avant de donner la parole à Jacques Labrec, rappelons que la prochaine émission du géant Canal 4 passera à Girardville dimanche le 3 janvier 1971 à 12h30. À Normandin, lundi 4 janvier à 7h. À Saint-Thomas, mardi 5 janvier à 7h également. Voici maintenant celui pour qui le temps des fêtes dure toute l'année, Jacques Labrec. Notre ami vient de le mentionner, les jeunesses musicales vous présentent cet après-midi un grand chanteur québécois, un chanteur de folklore, son nom c'est Jacques Labrec. Je vous garantis. Comment ça va? C'était un beau blond celui-là, hein? Bonjour tout le monde. On t'avance nos champs. Vous êtes prêts là, hein? Bon, ça marche. Envoyons devant nos gens, envoyons devant, tout le monde ensemble. Envoyons devant nos gens, envoyons devant. Explique d'abord. Actuellement, ça vient du talent. Les jeunes filles, hein? 1, 2, envoyons devant. Laissez-moi pas tomber. Envoyons devant. Excusez-la. C'est le temps de se réveiller, jeunes. Vous qui vous les fesses. Vous les croyez encore pour la grosse messe. Naïus qui sont tous les ratman, naïus qui sont tous les ratman. Mais ça, les proverbes, ça fait partie du folklore, aussi. C'est pas simplement la chanson. C'est pas simplement la médecine populaire. C'est pas simplement les dictons. Nous avons Allô tout le monde. La semaine dernière, c'est-à-dire lundi soir le 21 décembre, tous les artisans de la télévision communautaire se réunissaient ici au studio pour une petite fête. Excusez. On a pensé qu'après quelques mois de travail, ce serait agréable de se rencontrer. Étant donné que nous en étions à quelques jours de Noël, on a pensé que l'occasion était idéale pour le faire. Question d'avoir un petit peu plus d'atmosphère si vous voulez. Alors, dans quelques minutes, nous vous présenterons une rétrospective de ce qui s'est passé. À tantôt. À part ça, on pourrait bien s'applaudir aussi à tous les autres qui sont ici. Ce sont tous des gens qui ont permis que la télévision communautaire existe à un moment donné.
Puis ici, je pourrais peut-être parler au nom du conseil d'administration, à sa dernière réunion jeudi passé. On s'est aperçu, puis les autres qui étaient là, vous corrigerez si je dis faux. La télévision communautaire n'a pas toujours existé. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de gens qui y ont travaillé pour la mettre sur pied. Mais jeudi passé, on s'est bien aperçu que nous autres, on n'était pas toujours là, à la télévision communautaire, puis elle marchait. Puis elle marchait, qu'est-ce qui la faisait marcher? C'est vous autres, les gens de la communauté. Moi, je disais toujours, ça, oui, d'accord, c'est beau, télévision communautaire, mais ça, c'est un objectif à atteindre. J'ai bien l'impression, là, je ressens ça, que l'esprit communautaire, on semble l'atteindre beaucoup plus rapidement qu'on avait pensé au départ. Ça, je trouve ça merveilleux. C'est pas dû à une personne ou des personnes en particulier, c'est dû aux gens qui y ont cru, puis y ont mis des efforts. Je pense particulièrement, par exemple, aux gens de Girardville, qui nous ont toujours suivis, puis ont toujours été là où on les a invités, qui sont encore ici ce soir. C'est peut-être des gens à applaudir, ça, les gens de Girardville. On a toujours fait. Ça fait bien plaisir d'avoir accepté de venir ici ce soir rencontrer les gens de la télévision communautaire. Je ne me suis rien préparé, mais je vous dirais qu'on est un peu intéressés, nous autres, la régionale. C'est peut-être pour des raisons intéressées, comme on m'a dit tout à l'heure, parce que c'était ma job d'être intéressé à ça. Mais c'est plus que ça. Je crois que depuis des années, et je reconnais des figures ici de parents, de gens qui ont travaillé sur des comités avec nous autres, nous disons, il existe une frontière, un mur, un fossé qui se creuse entre l'école et la société. L'école est loin. L'école n'est pas intégrée à la société. L'école ne fait pas partie de la société. Comment faire pour unir, pour marier ces deux éléments? Parce que l'école a quelque chose à apporter à la société, mais elle doit aussi aller chercher dans la société des éléments dynamiques si elle veut réellement faire œuvre d'éducation. Alors, C'est qu'on chante. Ah oui, bon vieux temps. C'est qui joue au piano, là? Le décor, il n'y en a pas? Bon. Ça va, les paroles, c'est toi qui. C'est quasiment juste ça, toi qui. Là, je vais chanter juste le refrain parce que les couplets, ça peut devenir en dormant. Aussitôt que vous vous rappellerez, là, vous commencerez avec moi. Ça va? Toi qui aimes, toi qui aimes, toi qui aimes. Je vais me faire chef d'orchestre. Toi qui chante, toi qui chante, toi qui doute, toi qui doute, toi qui doute, toi qui pleure, toi qui pleure, toi qui pleure. Faudrait un beau micro, là. Toi qui aimes, toi qui aimes, toi qui aimes, toi qui chante, toi qui chante, toi qui chante. Lequel qui sait mieux autant que moi, là, qui viendra leur chanter? Agathe? Il se peut que vous vous demandiez ce que l'ONF fait ici à Normandin et dans la région. De fait, à l'ONF, on fait des films et non pas de la télévision. Mais ce qui nous a intéressé dans l'expérience de télévision communautaire est assez simple. C'est que depuis des années à l'ONF, on cherche à faire des films qui, au lieu d'être des films par l'entremise desquels des individus, c'est-à-dire des gens de l'ONF, s'expriment, puissent être des films par l'entremise desquels une population entière, c'est-à-dire soit une région, soit un groupe de citoyens, soit une paroisse, soit une municipalité, puisse s'exprimer, prendre conscience d'elle-même, de son identité, de ses problèmes, de ses aspirations.
Or, de fil en aiguille, à force de tenter des expériences dans ce type de cinéma communautaire, on en est arrivé à trouver ce qui est beaucoup mieux qu'un film, qui est une télévision pour toute la communauté, par l'entremise de laquelle une communauté pourrait venir à s'identifier elle-même et à prendre conscience de ce qu'elle est et à revendiquer ce qu'elle veut aussi par rapport aux autres niveaux de gouvernement, aux autres groupements à l'extérieur de la communauté. Ça a été la première raison pour laquelle nous sommes venus ici. La deuxième raison a trait à l'existence même de la télévision et des câbles ici au Canada. Il existe actuellement 1 200 000 familles qui sont rejointes par le câble. D'ici quelques années, presque toutes les villes auront des câbles pour recevoir la télévision. Or, sur un câble, il y a environ de 80 à 90 canaux disponibles. Il y a des pressions de toutes parts pour utiliser ces canaux. La police voudra les utiliser. Les grands magasins en chaîne voudraient les utiliser pour organiser l'achat par télévision ou par téléphone. D'ici quelques années, les canaux disponibles sur les câbles seront pris par le commerce si les municipalités, si les communautés ne prennent pas en main au moins un canal dans chaque communauté. Le CRTC à Ottawa, c'est-à-dire le Conseil canadien de la radiodiffusion, est extrêmement conscient de ces possibilités-là et des dangers aussi que le câble devienne l'affaire de quelques-uns. Cependant, comme l'industrie du câble ne fait que commencer, la radio-télévision à Ottawa n'a encore rien de précis quant à la responsabilité des émissions, quant au financement des émissions. Et on se pose là-bas énormément de questions. On se demande, par exemple, si ces postes communautaires seront l'affaire de quelques-uns, si tout le monde, y compris les groupes marginaux qui n'ont pas d'argent, pourront y avoir accès. Il est évident que partout, on regarde l'expérience de Normandin. Il y en a d'autres semblables au Canada. Il y en a une à Thunder Bay, il y en a à Magog, il y en a en Abitibi, il y en a aussi en Colombie-Britannique. Et partout, ce sont des expériences pilotes qui vont nous permettre et qui vont permettre aux dirigeants canadiens de savoir quel type de modèle on pourrait demander aux gens d'instituer dans leur municipalité ou dans leur quartier pour utiliser la télévision communautaire. C'était la raison fondamentale pour laquelle nous sommes venus ici. Quant au contenu des émissions, quant à la télévision communautaire même de Normandin, c'est votre problème, c'est pas tellement le nôtre. Nous, on voulait seulement voir ce qui se passerait. Si on est venu ici, M. Bellavance l'a dit tantôt, c'est que c'est une région extrêmement dynamique, plus dynamique sûrement que la plupart des régions du Québec, mais je pense que ce dynamisme est l'affaire de tout le pourtour du Lac-Saint-Jean, et c'est une question... c'est aussi parce que déjà vous étiez préparés. Quand on est arrivé ici vers septembre ou vers octobre, déjà M. Bellavance, Villeneuve, Bélanger pensaient, et M. Picard pensait à un poste de télévision communautaire. Nous nous sommes contentés de trouver des joints techniques, c'est-à-dire de créer un studio, d'apporter nos caméras temporairement, afin de vous donner un coup de main au départ, c'est tout. Quant au reste, la télévision est votre affaire, et nous allons l'observer. Le lecteur dit quoi? Elle dit oui, il dit je fais des crottes comme un cheval. Le lecteur s'assit sur son bureau, commence à signer un papier. La femme a dit c'est une prescription, ça? Elle dit non, c'est un permis fouillé dans la rue, madame. Ça nous oriente, de ça. Ça se passe chez un pharmacien. Il y a un gars qui se présente, puis il dit, moi là, j'ai un gros rhume. Je tousse quelque chose de rare, j'arrête pas. Le pharmacien dit, j'ai quelque chose pour toi, moi. Hein? Il sort une bouteille d'huile de castor. Puis il dit ça, faut que tu prennes ça d'une traite avant de partir d'ici. Hein? Belle grosse bouteille d'huile de castor. Fait que le gars s'installe, il prend un grand air respire. Cale sa bouteille, il s'en va. Il y avait un autre client dans la pharmacie. Il dit au pharmacien, t'en es un maudit beau, toi? Moi, j'ai jamais su que l'huile de castor, ça guérissait le rhume. Mêle-toi ce qui te regarde, toi. Mais prends le temps de regarder par la fenêtre, là. Regarde le gars, là. OK, qui fait attention de ne pas toucher, hein?
passé, ça Louis? Ah, pas mal, pas mal. Ah, comment vous connaissez? Vous avez agressé? Oui, trop maigre. Ah, Pèse bien que 200 livres. c'est assez. Même si j'étais au courant un peu, je ne m'attendais pas à une soirée comme ça. Vous pensez que ça allait être pire ou mieux? Ça a été bien jusqu'à date. Est-ce que vous pensez qu'on aurait du monde comme ça? Ah, ça, je m'attendais à moins de monde que ça. Ouais. On est quand même une soixantaine. Je m'attendais 25-30. Je pense que c'est sain de voir que tout le monde, finalement, s'amuse en groupe. Ceux qui ont participé à la télévision communautaire. J'en profite pour souhaiter un joyeux Noël à tout le monde et une bonne et heureuse année. Merci. Oui, t'es ici pour longtemps, encore? Non, je m'en vais après Noël. Tu t'en vas après Noël, là, ici. On va s'ennuyer, hein? Moi aussi. Toi aussi? Moi aussi. Je vais peut-être revenir de temps en temps, mais 2 jours, 3 jours. Ça te dit quelque chose maintenant, la télévision communautaire à Normandin? Oui, ça me dit beaucoup. Ça te dit beaucoup? Oui. Comme quoi, par exemple? Ben, je trouve assez extraordinaire qu'il y ait pas mal de gens qui puissent travailler ensemble. Ce que je souhaiterais, c'est qu'il y en ait de plus en plus et que ce soit le plus grand nombre possible de gens, le plus grand nombre possible de gens qui se sentent concernés par ça. Mais On a c'est la pas- preuve d'ailleurs ce soir, je pense, par l'invitation qu'on a faite, par la participation qu'on a eue. Je pense que en danse. Ça n'a pas de valeur. Ainsi qu'il commence à danser maintenant. Au début de septembre, durant la semaine intensive de la télévision présentée à Normandin, nous sommes allés rencontrer un groupe de jeunes de Saint-Thomas. Ces jeunes avaient mis sur pied une discothèque, le Apollo Swing. Malheureusement, quelque temps après, cette discothèque fermait ses portes. Nous avons voulu alors savoir pourquoi. Financier, manque de coopération, manque de monde. Comment expliquer ça? Ben, comment expliquer ça? Moi, j'expliquerais ça par la mentalité des gens de site. Les autres, ils pensent surtout aux loisirs traditionnels, aller au grill, puis c'est à peu près tout. Puis, Plusieurs parents et quelques représentants de l'autorité nous ont fait savoir qu'ils n'étaient pas d'accord avec l'attitude des jeunes. Nous sommes donc retournés à Saint-Thomas pour cette fois donner la parole aux adultes. Forcément, les reproches que les jeunes nous font, c'est peut-être pour ça que ça choque un peu. Dans ce sens-là, les reproches, parce qu'on n'a pas tellement apprécié leur travail, même si c'est bien beau leur discothèque, mais quand ils parlent de participation, dans le domaine des loisirs, quand on parle de loisirs, ça suppose participer. Le monde s'attise presque instantanément parce que ça suppose participation. Se disons que même si on participe facilement avec $1 ou $2, mais participer, là, la vraie participation là, humaine, on en fait très peu. À part que dans une situation donnée, à savoir une manifestation quelconque, ça répond. Mais pour dire au point de vue participatif, pour eux autres, ce qui aurait symbolisé la réussite, ça aurait été notre présence, par exemple. Puis ça, on ne leur a pas donné. Ils sont déçus de ça, c'est ça. Ils sont déçus de voir que les parents n'ont pas tellement... Ils auraient aimé ça que vous alliez voir ce qui se passait là. Moi, je suis allée 3 fois à la discothèque, dans toutes les vagues. C'est pas... Après ça, ils disent qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes non plus. Mais moi, je trouve qu'ils ne font pas tellement de publicité entre eux, les jeunes. Parce que moi, cet automne, il fallait le samedi soir qu'ils appellent à 7h, 7h30, mes petites filles qui voulaient se rendre à la discothèque, savoir si elle était ouverte, la discothèque. Moi, je trouve si, pendant la semaine, parce que l'ambiance, c'est nous autres qui la créons, l'ambiance. Les jeunes, s'ils veulent avoir... l'ambiance, il faut, en étant un groupe de jeunes, inviter des jeunes, on se réunit à la discothèque, puis on s'amuse en fin de compte, l'ambiance. C'est nous autres même qui la créons, ça, l'ambiance. Et ensuite, on a manqué, le pro, on a discontinué quelques semaines. C'est à ce moment-là qu'ils ont ouvert leur discothèque. Alors, le moyen de communication qu'on avait ici dans la paroisse, on ne l'avait pas à ce moment-là. Oui, mais justement, mais entre jeunes... C'est arrivé de même, ça. Entre jeunes, ils se réunissent à l'école la semaine, là.
puis ils peuvent s'inviter, puis se dire à telle heure, on va se réunir, puis il me semble, s'ils voulaient absolument qu'il n'y aurait pas besoin de faire une publicité par radio, puis par n'importe quoi. Les jeunes, vous savez que quand ils veulent s'en faire de publicité, ils s'en font. Moi, c'est mon opinion, ça. Alors, il y aurait peut-être un manque de participation entre les jeunes, de collaboration entre les jeunes, si vous voulez dire. Moi, je croirais que c'est peut-être ça. La vraie participation, comme M. Laurendeau disait tout à l'heure, participer avec des sous, mais non seulement des sous, participation humaine. C'est les adultes n'étaient pas tellement habitués à participer, peut-être quand on dit dans l'émission que la mentalité était comme telle. Je pense qu'il y a un peu raison si on parle de participation humaine. Et ce serait aux jeunes à créer une nouvelle mentalité. C'est la société de demain. Une autre vérité, c'est qu'ils ont dit, c'est que le jeune travailleur va plutôt dans les endroits pour boire que pour danser. C'est un fait que... Oh, même les étudiants, ils cherchent, ils vont dans certains endroits. Peut-être qu'il y a un endroit qui leur convient mieux que l'autre. Puis ça cherche, ils sont en... Est-ce que vous pensez que si la discothèque rouvrait de nouveau, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'elle rouvre de nouveau? Est-ce que les parents pourraient apporter quelque chose pour les aider ou pour les stimuler? Est-ce que vous préférez qu'elle rouvre de nouveau, si vous préférez qu'ils aillent dans des endroits, qu'ils aillent ailleurs? Pour les étudiants, c'est sûr que ça devrait ouvrir de nouveau parce que les grilles, comme on dit, les hôtels, ils n'ont pas l'âge de fréquenter ces places-là. Puis, comme on disait dans l'émission, que les jeunes aimaient mieux aller boire, aller dans les hôtels. S'ils vont dans les hôtels, ça prend bien plus d'argent qu'aller dans une discothèque. Je pense. S'ils sont pauvres, trop pauvres pour aller à la discothèque, puis s'ils sont assez riches pour aller dans les hôtels pour boire, mais là, moi, je comprends plus rien. Et je comprends très bien qu'ils étaient surtout centrés sur leur défaite. Ça, c'est notre faute à nous autres, parce que, justement, ce qui était louable chez les jeunes, c'était d'avoir, justement, réussi de monter cette chose-là. La participation, il faudrait y attacher une importance, quand on sait que des discothèques à Alma ou des villes assez importantes, à un moment donné, ferment leurs portes parce qu'il n'y a plus personne qui... je pense qu'à ce moment-là, on peut s'expliquer facilement qu'ici, à la 30e, mais encore là, c'est évident que les jeunes le disent, à un moment donné, ils en parlent très peu. Il y a un problème d'argent. C'est justement toujours le problème des loisirs où on ne peut pas s'entendre. L'argent au loisir, où la trouver? Loisir communautaire, pour moi, c'est assez simple. Un loisir communautaire, il ne devrait pas être question d'argent. Maintenant, il reste à trouver une formule qui permettrait ça, justement, où nos jeunes pourraient avoir des activités, créer des activités eux-mêmes, mais seulement qu'ils n'auraient pas à faire face à ce fameux problème d'argent. La motivation, qu'est-ce qui motive un individu à embarquer dans telle patente? C'est-tu le fait de faire de l'argent ou de vivre? Pourquoi les gens ne veulent pas? Comme vous dites, il y en a 12 qui viennent. Mais pourquoi les gens ne s'impliquent pas? C'est pas rien que l'argent dans ce cas-là. Vous savez, vous avez vécu, vous autres, vous n'aviez pas d'argent, vous vous occupiez pareil. Je tiens à faire remarquer que c'est pas seulement le cas de Saint-Thomas, là. Non, moi je fais remarquer aussi que... Ah oui, c'est partout. Partout. Je suis né de petite paroisse, c'est la même chose. Qu'est-ce qui nous reste, nous autres, ici à Saint-Thomas? Notre secondaire, il est rendu à Normandin. Qui part du secondaire, c'est l'enfant de 15, disons, une moyenne de 13, 14, 15. Ah ben, c'est de 7e année. Qu'est-ce qui nous reste pour nous organiser ici? Moi, j'ai participé 2 hivers, j'ai été contre-maître sur les travaux d'hiver et d'hiver. M. Laurendeau était concierge, puis il y a 8 travaux d'hiver. Par les travaux d'hiver, on faisait la patinoire. Vous n'êtes plus capable de vous organiser une équipe de hockey ici. Pas nous autres, certainement, c'est une nuit de peine, une misère. On a des bons joueurs de hockey, qui sont rendus au large, aux études, ils viennent dans le temps des fêtes, comment est-ce que vous voulez? La discothèque, c'est ouvert. Oh, d'accord. Mais seulement, il y a rien que là-dedans, vous ne pouvez pas rien organiser pour ça. Nos élèves nous s'en vont tous.
On a un enfant qui va à l'école à Normandie en fin de semaine, organisé à l'Ébalier, comme j'ai été question tout à l'heure. Vous savez, nous autres, ça s'est fait, ça. À Saint-Thomas, il y a été quelques années où on a été remarqué. Seulement, il y avait la collaboration des gens. Puis, le ménage se faisait pas par les élèves venaient nous aider, mais gros, des gens qui participaient. Puis, on n'a pas le moyen de se payer un type pour faire les beaux éléments de bâtiment. Ça se fait tous ces jeunes qui l'ont fait à cet automne, de peine et de misère, par les soirs à noirceur. Puis, il n'en reste pas ici. Ce qui reste, c'est des petits-enfants de 12-13 ans. Puis, nos professeurs, de 7e année, ce qu'on a, c'est des institutrices, on n'a aucun professeur. À Normandin, vous prenez dans les centres urbains, ils ont des professeurs, puis des moniteurs, puis ils mettent du PEP, puis les enfants avec eux autres, puis le soir, ça va les aider. Ça ne se fait pas avec un coup d'argent, c'est seulement que nous autres, on ne peut pas s'organiser. Ben, je dis, on ne peut pas. Pour que ça vire comme ça serait supposé virer. Il faudrait que les parents y participent, quoi. Là où je verrais une ouverture pour... Moi, j'imagine que le gouvernement qui paie les assistés sociaux, pourquoi ces assistés sociaux-là ne seraient pas au service, justement, des paroisses rurales, puisqu'ils sont payés? Il ne pourra pas refuser, à ce moment-là, même ils préféreraient gagner leur argent. Puis, ce serait une solution toute simple, qui ne coûterait rien, qui coûterait simplement des lois qu'on est mal placé pour demander. Parce que, si on les demande par notre filière normale, qui est le conseil de loisirs, puis toute la patente, les autres ne sont pas intéressés. Parce qu'ils savent très bien que la clientèle rurale va grossir le leur et ça va leur permettre d'avoir, en plus du centre Georges Vézina puis l'autre Arena, peut-être une troisième. À ce moment-là, ça devient rentable, ça devient intéressant. Puis, par nous autres mêmes, qu'est-ce qu'on va faire pour, si... c'est évident que si les ruraux se disaient à un moment donné, eh bien, on va la défendre nous-mêmes, notre cause. On va aller la porter là-bas. Ça aura peut-être des chances. Mais c'est la seule solution que je verrais. Le travail de base fait par les assistés sociaux. Ce sera très facile, disons que je ne suis pas ministre de la Famille et du Bien-être, mais quand même, disons qu'un quelqu'un, par exemple, reçoit 100 $ par mois, on le divise par 2 piastres l'heure, le gars, ça fait tant d'heures par mois qu'il doit travailler. Eh bien, de ces travailleurs-là, justement, de qui on ne demandera pas un effort épouvantable, on pourra en mettre au besoin. Ce sont des gens qui sont quand même payés déjà, puis qui, je suis sûr que disons qu'il y a quand même des assistés sociaux qui sont inaptes à travailler. Mais la plupart seraient fiers de participer à quelque chose. Y aura-t-il de nouveau une discothèque à Saint-Thomas? Au-delà de cette question, c'est toute la question des loisirs qui est posée dans le secteur. En attendant que les éléments de réponse voient le jour, nous vous invitons à revenir à l'écran du géant la semaine prochaine. À Girardville, dimanche à 12h30. À Normandin, lundi à 7h. Et à Saint-Thomas, mardi soir à 7h également. L'émission que vous venez de voir a été réalisée par Léonce Girard, Régent Lavoie, Martial Larouche, Diane Dion, Viviane Savard, Claude Bande, Régent Morin, Daniel Hamel, Jean-Marc Paradis, Denis Harvey, Loris Tremblay, Normande Roy, Léo Bergeron, Louis Portugais, Carmen Potvin, Michel Hamel, Madame McNicol, Madame Rita Lavoie et par moi-même, Ghislaine Boivin, qui vous dit au revoir. Les entreprises forestières
C'est aujourd'hui... Au deuxième concert de la saison 70-71, Jeunesse musicale présentait à la population Lise Boucher, pianiste, et Jacques Larocque, saxophoniste. Les caméras du géant ont assisté pour vous à ce concert. Nous espérons que ces quelques moments vous plairont. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, dans le cadre des émissions intitulées Les Affaires culturelles du Canal 4, il nous fait plaisir de présenter à votre connaissance ce soir deux artistes canadiens. À ma gauche, Lise Boucher, pianiste, et à ma droite, Jacques Larocque. Eh bien, bonjour, Mesdames, Messieurs. Bienvenue à la rétrospective de la semaine de votre Canal 4. Et voici le bulletin de nouvelles. Le préfet du conseil de comté de Lac-Saint-Jean-Ouest, M. Louis-David Bouchard, est toujours persuadé que l'agriculture s'en va chez le diable. Il l'a répété mercredi dernier à Dolbeau devant les députés et il a ajouté « Notre UCC est en train de s'embourgeoiser ». Elle a perdu le contact avec le public. M. Bouchard favorise des fabriques de secteur en raison de la grandeur du comté. Lors d'une conférence de presse tenue hier à Arvida, on a annoncé que le CN se présentera prochainement devant la Commission canadienne du transport pour demander le retrait du chef de gare de Normandin-Lac-Bouchette, Arvida, et celle-ci ne serait considérée que comme abri et entrepôt de messagerie avec concierge. On est d'avis qu'elles sont situées à proximité de d'autres gares qui donnent le même service. On a aussi décidé à la mise en marche de deux servocentres, soit à Saint-Félicien et Jonquière. Le président de la commission scolaire régionale, M. Rosario Rainville, annonçait que les travaux de la polyvalente de Normandin débuteraient vers la mi-février dès que la température sera plus clémente. Mais, entre-temps, tous les matériaux nécessaires seront transportés sur les chantiers, et ça pour ne pas retarder la mise en chantier qui a déjà passablement retardé. L'on sait que le contrat principal a été accordé à la firme J. Euclide Perron de Chicoutimi. C'est la semaine dernière que se donnait à Dolbeau une conférence de presse par M. C.A. Gauthier, député fédéral, M. Robert Lamontagne, député provincial, et Henri-Paul Brassard, homme d'affaires de Dolbeau. Le principal sujet de la conférence était la fermeture des fromageries de Mistassini ainsi que celle de Normandin, car l'on sait depuis déjà quelque temps que ces deux laiteries sont la cible des dirigeants de grosses associations régionales. Lors du dîner d'affaires de la Caisse d'entraide économique de Dolbeau-Mistassini, M. Guy Drolet a fait part que la firme Philippe Simard et Fils Limité de Dolbeau vient d'adhérer à la Caisse d'entraide économique. Le président a déclaré que cette industrie de chez nous avait prouvé par ce geste son grand souci à la régionalisation des capitaux et les Simard, dit-il, ont toujours été de grands collaborateurs à toutes les causes de développement de loisirs, de culture ainsi que d'économie. Comptant à son emploi plus de 20 employés permanents, nous sommes heureux de saluer cette initiative louable et anticipons la venue de d'autres industriels, je dis bien, à faire comme eux, puisque la Caisse d'entraide est aussi le moteur économique de notre secteur et qu'il faut continuer de le maintenir en état de servir notre population, a conclu M. Guy Drolet. Avis à la population du secteur que le pont de glace reliant Saint-Thomas-des-Dymes à la réserve du parc de Chibougamau est maintenant en fonction. Pour vous y rendre, vous n'avez qu'à vous rendre à Saint-Thomas-des-Dymes, prendre la rue du Pont et suivre les indications sur le long du parcours, je dis bien. Belle initiative de cette paroisse, n'est-ce pas? À noter que la route reliant Gérardville à Saint-Thomas-des-Dymes via Saint-Edmond est déneigée et très bien entretenue pour cette fête. Voici la météo. La température se maintiendra au beau et le ciel restera clair. Le mercure remontera au-dessus des zéros cette semaine et dans le début de la semaine prochaine. Les précipitations seront peu abondantes. Vous verrez aujourd'hui, immédiatement après ce bulletin de nouvelles, une émission sur la conduite préventive. Il s'agit en l'occurrence d'un court-métrage. Faisons ensuite avec la pastorale, avec l'abbé Henri-Paul Lapointe. Il y aura par la suite une émission sur les affaires municipales.
Ghislaine Boivin rencontrera M. Louis-David Bouchard, préfet du comté Lac-Saint-Jean-Ouest. Le tout se terminera par une visite dans une maternelle du secteur. Très prochainement, il y aura des émissions sur la botanique, les sports, les loisirs, ainsi que les activités secondaires et beaucoup d'autres sujets qui plairont certainement à la population du secteur. Eh bien, mesdames, messieurs, le Canal 4 vient vous présenter sa rétrospective de la semaine. Bonjour. Bonjour, je vous présente maintenant l'abbé Henri-Paul Lapointe, animateur de la pastorale pour le secteur de Normandin, qui vous fera part d'un projet d'émission sur la pastorale pour les semaines à venir. Ça me fait plaisir de saluer les fidèles téléspectateurs du Géant. Depuis le début des activités du Canal 4, on a souvent répété que la télévision communautaire devait refléter la vie du milieu sous tous ses aspects. Il est important, on l'a réalisé et on l'a dit aussi cela, de découvrir les dynamismes qui font vivre une communauté. Parmi ces dynamismes, on n'a pas voulu mettre de côté l'activité pastorale qui occupe une place primordiale dans la vie de notre communauté. S'il est vrai que la pastorale est le soin que le peuple de Dieu prend de sa vie collective et de la vie de ses membres, il est bon de se demander comment actuellement on réalise cet objectif dans notre milieu. Il faut par exemple se demander si le peuple de Dieu est en marche, s'il piétine sur place ou même s'il recule. C'est un peu pour ça que pour que chacun de nous ait l'occasion d'une certaine prise de conscience qui pourra nous amener à un engagement peut-être plus profond. C'est pour cela que nous avons accepté de participer à la télévision communautaire. Il est d'abord important de bien s'entendre sur le sens du mot pastoral. Ce n'est pas la messe, ce n'est pas la liturgie, ce n'est pas la catéchèse, ni tel ou tel mouvement. Ça peut être tout cela, mais ça peut être plus encore. Pour apporter quelques lumières sur la vie pastorale, nous allons nous reporter à une émission réalisée il y a quelques mois, lors de la mise en marche de la télévision communautaire. Vous vous rappelez peut-être, cette émission regroupait un certain nombre de personnes, des personnes engagées dans la pastorale au niveau secteur. Ces personnes venaient des paroisses de Normandin, de Saint-Thomas, de Saint-Edmond et de Saint-Méthode. À quelques occasions, au cours de l'émission, on s'est arrêté à préciser ce qu'était la pastorale. Voyons maintenant ce qu'on en dit. Pensez-vous qu'on a réussi, jusqu'à présent, à faire saisir à la population, aux chrétiens de toutes nos communautés, de leur faire saisir un peu que la pastorale, ça les regarde aussi, ça. Ça regarde tout le monde. Ça doit réunir tous les efforts d'une communauté pour organiser la vie de la communauté. Est-ce qu'on a fait saisir ça aux gens, pensez? Nous autres, on sait un peu qu'est-ce que c'est qu'on veut dans la pastorale. On veut provoquer cet effort de participation de la communauté à toute la marche de la communauté. On le sait, ça, nous autres, mais est-ce que les gens savent que c'est ça qu'on veut? Puis c'est ça qu'on essaye de réaliser. Moi, je dirais absolument pas. C'est un travail de longue haleine parce que le but de la pastorale, c'est on veut en faire entrer dans l'esprit des chrétiens que le peuple de Dieu, ce sont eux, alors qu'ils ont ancré au fond de l'esprit que l'Église, c'est le clergé ou c'est la hiérarchie. Alors, quand nous aurons réussi à engager une partie du peuple de Dieu, un groupe de chrétiens, là, on pourra dire, ils ont saisi qu'est-ce que c'est que la pastorale, puis ils auront vécu la pastorale. Ils sont engagés profondément. On est encore très loin. Là, on a des grosses structures qui sont présentes. On se demande des fois si on ne fait pas tellement de voyages
puis tellement de déplacements de monde pour rien. Mais après un certain temps, on s'aperçoit qu'on a réalisé quelque chose, et puis qu'on a des paroissiens qui vraiment sont engagés, s'engagent. Puis on a des réussites, des fois, qui nous pètent, qui nous remontent, et puis qui nous enthousiasment dans notre travail. Moi, je suis un peu d'avis que les gens font de la pastorale sans trop s'en apercevoir. Si on regarde, par exemple, tous les services qu'on a actuellement dans une communauté paroissiale, à partir de la liturgie, en passant par la catéchèse, puis tous les services qui sont offerts, là, prenons le service d'orientation du foyer, de préparation au mariage, le service aux malades, il y a une foule de gens quand même d'engagés activement. Et souvent, moi, je pense que ces gens-là ne réalisent pas qu'ils font de la pastorale alors qu'ils en font véritablement. Parce que, comme on disait tantôt, ces gens-là contribuent à faire vivre une communauté chrétienne, à organiser la vie de la communauté chrétienne. On commence à comprendre que l'Église fait un effort pour avancer. C'est à nous d'essayer autant que possible, à faire comprendre ça aux gens, tout en parlant, tout en se rencontrant. Moi, c'est l'effort que j'essaie de faire à toutes les fois que je rencontre des paroissiens. Je ne sais pas si la veille souper est bonne. Je m'imagine qu'il y a des fois qu'on en arrache, mais en tout cas, ce qui est fait est fait. Moi j'ai l'impression que peut-être dans l'esprit des gens, à la pastorale, ça semble se résumer à la liturgie. Les gens disent la pastorale, c'est l'Église, c'est le baptême, c'est tout ça. Alors qu'il faudrait avoir dans l'esprit que la pastorale résume en fait toutes les activités de la vie d'un chrétien. Autant dans ses loisirs, dans ses relations avec les amis, dans la charité envers ses voisins, parce qu'on a vécu les expériences l'an dernier. Je pense par exemple à ce service aux malades dont on parlait tantôt. Les gens qui ont vécu cette expérience-là ont trouvé que c'était très enrichissant du côté des malades et les personnes qui ont fait les visites aussi. Et je pense aussi aux réunions qui se sont faites dans les secteurs, où les gens se rencontraient entre voisins, et puis on discutait de choses et d'autres, pas nécessairement de liturgie, on parlait de tout ce qui intéresse les gens, et puis tous les gens se trouvaient emballés par ces réunions-là. Alors ça, c'était de la pastorale. Les gens peut-être ne l'appelaient pas comme ça, mais ça en était une. Ce serait peut-être bon que nous parlions aussi des réalisations qui sont dues au fait que nous avons travaillé en secteur. Parce qu'il y a eu des réalisations qui sont dues au fait des conseils pastorales paroissiaux, mais il y a des réalisations qui sont dues au fait qu'on a travaillé en secteur. Je pense que c'est important de le préciser, ça. Dans l'évaluation de l'année dernière, là. Je donne comme par exemple seulement les célébrations pénitentielles. Nous étions partis avec l'équipe des prêtres, nous en avons parlé, parce que l'équipe des prêtres, nous réunissons chaque semaine, tous les lundis matins, régulièrement, nous suggérons certaines choses à cette réunion des prêtres, parce que nous voulons nous aider à notre pastoral dans notre ministère, les uns les autres. Mais alors, est sorti de ça aussi la réalisation dans le secteur des célébrations pénitentielles où toute l'équipe des prêtres se déménageait d'une paroisse à l'autre et 4 fois par année. Ça, c'est une des réalisations. Il y a peut-être d'autres réalisations que vous aimeriez signaler aussi pour l'évaluation, là. Est-ce que il y a d'autres choses qui pourraient être relevées, là, comme réalisations qui ont été provoquées par le fait de travailler en secteur? Moi, je dirais quelque chose qui est bien important. On remarque partout dans le diocèse beaucoup de difficultés face aux conseils pastoraux de paroisse. Et juste le fait que nous avons travaillé en secteur, ça a été facilité dans le secteur. Et je pense que chacun de nous autres peut le dire, pour chacun de nous autres, le conseil pastoral paroissial, on a vraiment été chercher au secteur de l'aliment. Un autre fait une expérience, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, pour l'expérience de Saint-Ambroise, de préparation au baptême. Et on propose ensuite la chose au conseil pastoral. On a pris l'idée là, et c'est étudié
Alors, chacun des grandes pastorales, on a profité énormément de ça, là. Je pense que ça, c'est bon à signaler parce que c'est tout de même la base. Le projet pastoral paroissial, c'est la base. Il faut partir de là. Il faut partir du peuple. Est-ce qu'il y a autre chose? Le fait d'avoir travaillé en secteur, moi j'ai eu à participer avec les prêtres de notre secteur. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'au début de notre assemblée, quelqu'un faisait la lecture de l'épître et de l'évangile du dimanche à venir. Et tout ça en vue de préparer l'homélie. Les prêtres venaient d'accord pour retenir quelque chose qu'on avait entendu lire dans l'épître ou dans l'évangile. À ce moment-là, les prêtres s'organisaient de manière à faire à peu près la même homélie, de parler à peu près du même sujet. C'est encore, moi je trouvais là un travail d'équipe. D'abord, on tâche de concrétiser, de dire concrètement ce qu'est la pastorale. Ensuite, on parle des avantages qu'on retire actuellement d'un travail de secteur. Et enfin, on élabore quelque peu les services de la pastorale qui assurent actuellement la vie du peuple de Dieu. Nos objectifs dans la participation à la télévision communautaire sont les suivants. Premièrement, donner un reflet de l'activité pastorale du secteur. Deuxièmement, susciter une prise de conscience des responsabilités de tout chrétien. Et enfin, on veut provoquer l'engagement des éléments dynamiques du milieu. Pour cela, nous nous proposons de présenter d'abord un éventail des activités ou des services pastoraux qui sont actuellement donnés dans le secteur ou dans telle ou telle paroisse. On aura, par exemple, peut-être l'occasion de voir une participation à un baptême communautaire. Vous vous demandez peut-être ce qu'est la catéchèse aux adultes, ce qu'est le service d'orientation des foyers. On tâchera de vous donner une vue d'ensemble de ces activités-là. Mais aussi, on veut en arriver peut-être à traiter des grands problèmes, les grandes interrogations. Messieurs, bienvenue à votre rétrospective de la semaine au Canal 4. C'est lundi soir dernier qu'avait lieu à Normandin, en la salle de l'Hôtel de Ville, une réunion des cultivateurs en ce qui concerne le plan conjoint. Après une vive discussion entre les cultivateurs du secteur et les dirigeants de l'UCC, on a pu tirer une conclusion assez curieuse sans ce qui a trait aux fonctions de cette dernière. Eh bien, c'est par sa constitution que l'UCC doit et devrait renseigner les cultivateurs des principaux développements au niveau supérieur de cette industrie, et soit local, régional, ainsi que sur le plan provincial. Contrairement à cette entente, ce sont les cultivateurs du secteur qui ont renseigné ces soi-disant hommes d'affaires et protecteurs des producteurs laitiers. C'est à la suite de cette situation que certains cultivateurs se sont levés et prononcé une vive opposition contre le plan conjoint et dans ces cadres actuels, en disant qu'ils ne paieraient plus leur contribution à cette association. À tous les commerces de Normandin, lors d'une assemblée du bureau de direction de la Jeune Chambre de commerce de Normandin, il a été proposé et adopté à l'unanimité que l'association prenne la charge de réunir les marchands et commerçants afin de promouvoir le commerce dans son ensemble à Normandin. Beaucoup d'entre eux déplorent une baisse considérable de revenus dus à l'influence d'une publicité tapageuse des marchands des villes environnantes, soit par la radio ou par la télévision. Ne trouvez-vous pas qu'il est grand temps de s'unir et de travailler ensemble
afin d'inciter les gens à pratiquer l'achat chez nous et en leur montrant ce que nous avons à leur offrir. Et pour cela, tous les marchands et commerçants seront convoqués prochainement à une assemblée générale qui aura lieu en l'Hôtel de Ville de Normandin, et la date de cette importante assemblée vous sera communiquée sous peu. Il est donc urgent de se donner la main pour travailler à un intérêt commun. Selon le président de la commission scolaire régionale, Louis Aymon, M. Rosario Rainville, il serait impensable que le ministère de l'Éducation accepte la polyvalente de Normandin, que la polyvalente, je dis bien de Normandin, emploie de la brique blanche Alba, car le coût serait trop élevé de environ 100 000 $ sous prétexte d'encourager une industrie locale. Si telle chose se produisait, elle pourrait compromettre ou nuire l'érection de cette polyvalente qui est déjà attendue depuis longtemps dans notre secteur. Et au sujet du contracteur principal et de ses sous-contracteurs, s'ils ne sont pas de l'endroit, cela dépend du prix de la soumission présentée par les entrepreneurs concernés. L'on sait que ce sont les plus basses soumissions qui sont acceptées par le ministère. M. Rainville s'en est pris aussi à ceux qui attaquent à tort et à travers les corps publics sans venir vérifier sur place les principales données. L'Association coopérative des loisirs de Normandin, association propriétaire du cinéma Le Foyer, a commencé à remettre l'argent versé par les gens de la paroisse lors de la grande souscription de 1963. C'est en effet le 14 décembre dernier, lors d'une assemblée régulière du conseil d'administration et en présence de 3 souscripteurs spéciaux, 22 noms de souscripteurs ont été tirés au hasard pour un montant global de 1 030 $. L'Association coopérative des loisirs félicite les heureux et profite pour remercier tous les souscripteurs de leur patience et elle souhaite que l'année 1971 apporte des recettes assez fortes pour permettre aux autres remboursements, je dis bien, de quelques milliers de dollars dans les prochains mois. Une assemblée spécialement pour les autoneigistes de Saint-Thomas et dans les environs aura lieu mercredi le 27 janvier 1970 en la salle Radisson de l'endroit. Invitation à tous les autoneigistes de bien vouloir se rendre car il y aura présentation de 2 magnifiques films sur la sécurité en motoneige. À ne pas oublier, pour mercredi le 27 janvier, 8h p.m. en la salle Radisson de Saint-Thomas-des-Dymes. Le cinéma Le Foyer de Normandin mettra à l'affiche un programme entièrement en couleur pour samedi et dimanche prochain, les 30 et 31 janvier. Voyez d'abord La femme infidèle, un film de Claude Chabrol mettant en vedette Stéphane Audran et Maurice Ronet. Également au même programme, 5 gars pour Singapour, un film de grand suspense et de grande action. Ne pas manquer cet excellent spectacle samedi et dimanche prochain, les 30 et 31 janvier, à votre cinéma Le Foyer. Dimanche prochain à 1h30, en collaboration avec le comité culturel local et du ministère des Affaires culturelles du Québec, il y aura grand spectacle de marionnettes au cinéma Le Foyer avec la troupe Les Marionnettes de Montréal, dans un conte des frères Grimms. N'oubliez donc pas, pour dimanche prochain, le 31 janvier, à 1h30 p.m., le spectacle de marionnettes au cinéma Le Foyer. Le prix d'entrée sera de 50 cents. Dans les semaines à venir, le Canal 4 aura plus d'informations concernant les paroisses de Saint-Thomas-des-Dymes, Saint-Edmond, Albanel, ainsi que Girardville, et ce, grâce à une équipe de journalistes qui seront sur les lieux. Et maintenant, dans le domaine du sport, il y aura partie de hockey dans la Ligue amateur du Nord. Il y aura un grand tournoi de ballon sur glace commandité par Evans Laberge le 29, 30 et 31 janvier à Girardville. Le tirage des équipes se fera mardi le 26 janvier en la salle de l'OTJ. Les équipes peuvent encore s'inscrire en s'adressant à M. Roger Lalancette au téléphone 258-3392. Avis à la population que cette année, Normandin aura son carnaval ainsi que Saint-Thomas-des-Dymes. Donc, syntonisez le Canal 4 pour de plus amples informations. Pour être renseigné au courant et être au courant des principaux faits du secteur, écoutez le Canal 4 et pour tous les groupements qui auront des messages à faire parvenir à la population, soit convocation, avis divers
ou toute autre nouvelle, soit sportive, affaires municipales, scolaires ou politiques, composez 274-2003. Eh bien, mesdames, messieurs, le Canal 4 vient de vous présenter une rétrospective de la semaine et à la semaine prochaine. D'ici là, bonjour. Bonjour, nous débutons aujourd'hui une nouvelle série d'émissions qui s'intitule « Œillets et chrysanthèmes ». Le but de cette émission est de vous renseigner sur les différentes méthodes qu'on retrouve en horticulture ornementale. Vous savez que l'horticulture, c'est la science qui s'occupe de la culture des fruits, des légumes, des fleurs et des plantes d'ornement. Alors, au cours de cette émission, nous allons étudier ensemble les diverses méthodes, par exemple, comment on fait pour conserver des belles plantes à l'intérieur de nos maisons, comment on fait pour avoir une belle ornementation dehors, soit par des fleurs, soit par des arbustes, soit par des arbres, ou tout simplement comment on peut s'organiser pour avoir une belle pelouse à peu de frais. Vous savez qu'on dit souvent que l'ornementation, ça coûte cher, c'est complètement faux. On verra ça au cours des émissions subséquentes, que l'ornementation, c'est quelque chose qui peut être très peu dispendieux, à condition de bien vouloir en faire. Alors, comme première émission, disons qu'on va regarder ensemble dans quoi on peut conserver des fleurs ou des plants à l'intérieur. Souvent, on peut aussi bien conserver ça dans une chaudière ou dans une boîte de bois ou des plants à l'intérieur. Souvent, on peut aussi bien conserver ça dans une chaudière ou dans une boîte de bois, ce qui n'est pas toujours l'idéal. Alors, on va regarder ce soir les différentes sortes de pots qu'on a à notre disposition. On a d'abord deux grands groupes de pots qui nous servent pour garder nos plants dans nos maisons. On a d'abord le pot en terre cuite, qui est le traditionnel pot, si vous voulez, qui est fait de terre pressée et cuite, qui est très cassant, mais qui a quand même l'avantage d'être très poreux et qui laisse passer beaucoup d'air à travers les parois, ce qui est très bon pour les racines. Vous avez, comparativement à ce pot de grès, les pots de plastique. Les pots de plastique ont l'avantage d'être beaucoup moins fragiles que le pot de grès, mais par contre ont aussi le désavantage d'être beaucoup moins poreux par leurs parois et ce faisant, laisse passer beaucoup moins d'air pour, si vous voulez, stimuler la croissance des racines. Parmi les pots, maintenant, on en a de deux hauteurs. On a d'abord la hauteur standard, telle qu'on voit ici, et ce qu'on appelle la hauteur azalée. Vous avez deux pots exactement de même diamètre. Vous savez que quand on parle d'un pot, on le mesure toujours par son diamètre et non sa hauteur. Alors ici, on a exactement deux pots de 6 pouces. Un est beaucoup plus court que l'autre, c'est le pot azalé, alors que celui-ci est le pot standard. Pourquoi maintenant on utilise deux sortes de pots? Le pot azalé va servir surtout, lui, à faire de la culture de bulbes. Par exemple, bulbes de tulipes, comme vous achetez au temps des fêtes, ou des plantes qui vont demeurer très peu longtemps dans des pots. Plantes qu'on va retrouver au temps de Noël, par exemple, comme les cyclamènes de Perse, les poinsettias ou l'azalée. Alors, qu'est-ce qui nous fait opter pour un ou pour l'autre de ces pots? C'est tout simplement notre préférence et surtout les besoins de la plante. Ça va de soi qu'on en a de différentes grandeurs. Vous avez ici le plus petit pot qu'on peut retrouver, disons, en plastique. C'est un petit pot de 1 pouce ou 1 pouce et quart de diamètre. Alors, nécessairement que vous ne planterez pas là-dedans un palmier ou un oranger. Alors que vous pouvez monter jusqu'au pot de 14 pouces, les plus gros, comme ici,
qu'on a, soit en plastique ou en terre cuite. Disons que les pots de terre cuite ne se fabriquent pas dans les tout petits pots là, de 1 pouce ou 1 pouce et quart, mais ils vont se fabriquer jusqu'à 14 pouces ou 16 pouces dans les gros pots. Vous avez maintenant sur le marché une autre forme de pot qu'on appelle le pot de tourbe. Le pot de tourbe, en fait, vous l'avez peut-être connu sous le nom de pot de papier mâché. En fait, c'est de la tourbe pressée, à l'intérieur de laquelle tourbe, on a inclus un engrais la plupart du temps. Alors, l'avantage de ce pot-ci, c'est que si, par exemple, à l'intérieur d'une maison, vous semez des concombres ou des tomates pour les cultures plus hâtives, vous placez à l'intérieur de ce pot de tourbe le plant qui est repiqué, c'est-à-dire qui est transplanté, et au moment de la plantation dehors, bien, vous mettez directement le pot de tourbe en terre. Alors, ça évite à ce moment-là de ce pot de tourbe et en même temps vont être capables de puiser de l'engrais. Maintenant, qu'est-ce qui détermine la grosseur d'un pot? Ce qui détermine la grosseur d'un pot, en fait, ce sont les besoins de la plante et surtout la grosseur de son système radiculaire. Imaginez-vous, par exemple, que vous avez besoin de transplanter un palmier ou un cactus. Bien, on sait que le cactus est une plante qui pousse très lentement et qui exige d'avoir des conditions quand même assez régulières qu'on parlera dans les émissions qui vont suivre. Bien, le cactus, il serait impensable, à moins d'avoir un très, très gros cactus qu'on aurait été chercher dans les déserts, de planter ça dans un pot comme celui-ci, un pot de 10 pouces. Alors, on choisit à ce moment-là un pot qui est beaucoup plus petit, soit un pot azalé ou un pot standard de 6 pouces, peut-être, ou même moins, d'un pot de 4 pouces, comme on peut retrouver ici, sous forme carrée. Mais on peut avoir le même pot de 4 pouces sous forme ronde, lequel pot peut nous servir à transplanter un cactus qui aura toujours un très petit système radiculaire. Supposons maintenant que vous décidez de vous semer un oranger dans la maison. Alors, vous commencez à semer ça soit dans une caissette qu'on appelle, qui est une boîte où on sème plusieurs grains d'orange, mais à un moment donné, vous allez le transplanter dans un pot plus grand. Bien, il n'est pas nécessaire. L'origine de vous? Oui, c'est un projet qui a été tracé en 1954 et 1955 et que nous avons mis en application avec un pont de glace l'année dernière. Ce pont a été inauguré le 17 janvier 1969. Ah bon, donc ça date de l'an passé. Dites-moi, si on s'attarde quand même, ce projet a demandé des sommes assez élevées, est-ce que Saint-Thomas a été la seule paroisse à y participer? Non, les paroisses de Girardville, Saint-Edmond et Albanel ont contribué à nous aider à défrayer les dépenses pour ce pont de glace. Ah bon, et quel nom avait justement cette association? On avait nommé ça, ça a été nommé le Comité du chemin du Nord. Ah bon. Et dites-moi maintenant, quel a été exactement le coût de ce pont, par exemple, l'an passé, 1969, la première année où il a fonctionné? Ça a coûté environ 3 000 $. Ah bon. Et dites-moi maintenant, la participation financière de chaque paroisse a été de combien cette même année, toujours? Les paroisses ont fourni environ chacun 1 000 $. Ah bon. Et dites-moi, si on parle, les gens désirent se rendre à Chapèche, au Bougamau du secteur ou vice-versa, ceci représente combien de milles en moins pour les gens de Saint-Thomas, par exemple? Pour aller à la bordure sud de Chibougamau, ça nous raccourcit de 45 000 pour aller seulement. Ce qui veut dire qu'on a allé à Chapèche, aller-retour, ça nous raccourcit de 90 000. Ah bon. Et dites-moi, le pont commence à fonctionner vers quelle date et est-ce que c'est dangereux? Ça commence autour des fêtes, à Noël ou le jour de l'an. Et il n'y a aucun danger, puisque lorsqu'on a fait le tracé, un tracteur a traversé qui pesait 35 à 40 000 livres sur la glace, il n'y a aucun danger pour les automobilistes. Ah bon. Et si maintenant on considère, on regarde bien le pont, là, on peut se rendre compte qu'il n'est pas tout à fait en ligne droite. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés quelconques? Nous avons été obligés de faire le pont de glace au pied du rapide pour être en eau morte, qu'on appelle. Et nous avons fait le décotaillage qu'on appelle dans les côtes pour être capable de monter sur les hauteurs. Le pont réel n'est pas à sa place. Ah bon. Et dites-moi justement, est-ce qu'il y a lieu de croire que ce pont de glace-là va donner lieu à un projet plus important, c'est-à-dire un pont qui serait permanent, lui? Oui, c'est un projet pour un pont permanent. Il y a eu un tracé de fait il y a quelques années qu'on voit la colline, qui suit la colline et qui traverse tout droit, qui donne une traverse de 275 pieds
Tandis qu'ici, on a au-delà de 1000 pieds de traverse. Ah bon, et dites-moi, ce projet-là, est-ce que vous avez un plan quelconque? Est-ce qu'il est rendu auprès du gouvernement? Oui, on a déjà fourni un plan, mais les ingénieurs du gouvernement doivent venir dans le courant de l'hiver pour déterminer la place réelle où le pont devra aller. Ah bon, est-ce que vous êtes optimiste quant à savoir si ce sera Saint-Thomas qui obtiendra ce pont? Je crois qu'on a beaucoup de chance parce que j'ai fait la rivière un peu tout le long et je vois pas d'autres places qui sont avantageuses pour construire un pont. Ah bon, je vous remercie, M. Darvaux. Mais dites-moi, une dernière question, là, où exactement ce pont de glace, là, si on continue le chemin, où est-ce qu'il débouche exactement, sur quelle route principale? La barrière sud de Chibougamau. Ah bon, je vous remercie, M. Darvaux, de vous être prêté à cette interview. Merci, au revoir. Merci, bonjour. C'est déjà tout pour notre émission. J'espère que les renseignements ont su vous plaire. Cette émission a été faite réalisée avec la collaboration de Claude Delorme, Ghislaine Boivin, Régent Morin, ainsi que moi-même, animatrice Lisette Tremblay. Alors, à la semaine prochaine pour les affaires municipales. Voici, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, un bulletin spécial qui vient tout juste de parvenir à notre salle de dépêche. Nous avons dans la municipalité un comité culturel des plus actifs, un comité culturel qui veut faire participer la population à différentes manifestations artistiques dans les prochains jours. En plus du spectacle de marionnettes prévu pour dimanche le 31 janvier en la salle du cinéma Le Foyer de Normandin, le comité culturel du secteur, en collaboration avec le ministère des Affaires culturelles, présentera 2 expositions en la salle du gymnase de l'école secondaire de Normandin. Une première exposition portera sur les photographies. En effet, 150 œuvres différentes de 53 artistes de notre pays présenteront cette exposition en la salle du gymnase de l'école secondaire de 7h à 10h tous les soirs du 23 janvier au 31 janvier inclusivement. La seconde exposition concerne les peintres de la région du bas du fleuve et de la Gaspésie. Nous aurons une multitude de tableaux exposés et cette exposition se tiendra toujours au même endroit, en la salle du gymnase de l'école secondaire de Normandin, du 27 au 31 janvier inclusivement, et toujours de 7h à 10h. Nous vous invitons en grand nombre à venir sur place constater les œuvres de nos artistes. C'est dimanche le 17 janvier 1971 que le Canal 4 rendait visite au 3e Salon international de l'auto à Montréal, où 240 000 visiteurs sont attendus cette année, comparativement à l'an dernier, où 220 581 personnes avaient visité le 2e salon. C'est sur une superficie de 230 000 pieds carrés que l'on pouvait admirer 300 modèles différents, représentant 8 pays, outre le Canada et les États-Unis. 19 compagnies présentaient une gamme complète de leurs voitures, telles que la General Motors, Ford, Chrysler, Volkswagen, Datsun, Toyota, American Motor, British Leyland, Renault, Fiat, Mazda, Peugeot, Mercedes-Benz, Citroën, BMW, Manic, Ferrari, Maserati et Rolls-Royce. Regardons ensemble quelques-uns de ces modèles. Voici maintenant l'Alfa Romeo. Je crois que c'est l'Alfa Romeo Montréal, la nouvelle, celle qui était promise à l'Expo 1967, qui sera sur le marché canadien en 1972. L'Alfa Romeo est conçue par Burton. Elle possède un 8 cylindres de 2593 cm3, ou ce qui veut dire, dans notre système américain, 159 pouces cubes. Disons que c'est un moteur semblable au moteur de course qu'avaient les fameuses Alpha 33. Cette voiture, entre autres, a une vitesse maximale d'environ 138 000 à l'heure. On peut voir ici le cockpit à l'intérieur. Mais disons que malgré ces 138 000 à l'heure, la sécurité et le confort n'ont pas été négligés chez Alfa Romeo.
Oui, je crois que c'est une voiture qui est assez sécuritaire. C'est ce qu'on dit. Peut-être que Jacques Duval, dans ses prochaines émissions, va l'essayer. C'est une voiture qui va chercher dans les 12 000 $, approximativement. Nous voilà maintenant, on est transporté en Angleterre. C'est la compagnie British Leyland qui présentait 14 modèles au salon. Ici, on voit la fameuse Triumph Spitfire Mark IV pour les amateurs d'autosport. Disons que c'est une 4 cylindres avec 2 carburateurs SU qui possède une transmission 4 vitesses synchronisée, suspension indépendante sur les 4 roues. Disons que le modèle qu'on voit ici, c'est-à-dire la Triumph Mark IV, possède une carrosserie arrière complètement modifiée. La suspension arrière aussi a été retouchée. C'est une voiture qui... Les phares ont été modifiés aussi, je crois. Je ne sais pas. Ici, on voit la Jag XKE. Ça, c'est, disons, la reine des voitures sport chez BMC. Ça me fait penser après à celle-là que le docteur Simon aura ici. Disons que c'est à peu près ça. Pas fin de publicité. Ça va chercher dans les 6 500 $ environ. C'est un 6 cylindres avec 3 carburateurs SU toujours. Elle a une très belle ligne. Oui, elle possède des freins à disque sur les 4 roues. En passant, la petite Spitfire qu'on a vue tantôt, la Triumph, elle possède des freins à disque seulement qu'en avant. Disons ici, on passe à la MGB. La MGB qui est un 4 cylindres, et disons, un peu plus cylindré que la Spitfire, la Triumph. Elle possède une... Eh bien, bonjour, mesdames, messieurs. Bienvenue à votre coup d'œil sur la semaine au Canal 4. Pour débuter aujourd'hui, comme l'on le sait, la semaine dernière, le Québec a connu une violente tempête de neige et a été frappé par cette tempête. Elle a apporté à notre région sa première importante bordée de neige de la saison. Plusieurs des commerces et des institutions ont fermé leurs portes par rapport à l'intensité de cette tempête, qui, selon les dires de quelques-uns, c'était la pire tempête et ce sera l'une des dernières pour cette saison. C'est cette semaine qu'avait lieu à Normandin une assemblée pour unifier les forces des commerçants de Normandin. À cette assemblée, l'on comptait environ 35 commerçants de l'endroit qui, après discussion et avoir exposé l'ensemble des problèmes, en sont venus à la conclusion qu'il est grand temps que la population encourage ces marchands car la chose est en train de s'envenimer et ça au profit des commerces de l'extérieur. L'on sait que si la population se plaint que les commerçants n'ont pas tout ce qu'elle désire, elle devrait commencer par rendre visite à ces marchands avant d'aller dans les villes avoisinantes et elle découvrirait beaucoup de choses que les voisins n'ont pas. Il y aura une grande compétition de judo en la ferme expérimentale de Normandin le 7 février 71 pour le secteur de Normandin. Ce sport, qui est un loisir sain et qui est en train de faire son chemin à Normandin, car déjà des professeurs qualifiés dispensent de cours qui sont vraiment appréciés de la population. Il y aura
des jeunes de 5 à 17 ans. Des trophées et des médailles seront remis aux champions. Il y aura au-delà de 100 compétiteurs. Et à bien prendre note que c'est à la ferme expérimentale le 7 février 71 à 2 heures de l'après-midi. Les autorités du Canal 4 tiennent à remercier publiquement M. Claude Delorme de son magnifique travail au sein de l'équipe du poste de télévision communautaire du secteur de Normandin. L'on sait que M. Delorme est parmi nous depuis le mois de septembre dernier et a accompli un travail ardu. Ce spécialiste de l'ONF a su par ses conseils à faire bâtir par la population du secteur un poste de télévision communautaire digne de sa population. Donc, un gros merci à M. Delorme et au revoir. La localité de Normandin recevra dans sa salle de l'Hôtel de Ville le 31 janvier à 2 heures le député fédéral C.A. Gauthier qui invite tous les hommes, femmes et jeunes gens au grand forum de l'année. Venez poser toutes les questions désirées sur le Parlement d'Ottawa et les politiques fédérales. Venez exprimer votre opinion sur le travail de votre représentant et lui apporter des suggestions constructives. Un avis est lancé à tous les cultivateurs de se rendre à cette assemblée en ce qui concerne les industries laitières. Les affaires culturelles nous proposent pour cette année un magnifique programme. En premier lieu vient les photos du Canada. Exposition de photos pigées et primées à travers le Canada, soit 150 œuvres de 53 artistes différents, du 23 janvier au 1er février 1971 à l'école secondaire de Normandin. L'entrée est libre au grand public de 7h à 10h tous les soirs. En deuxième lieu vient profil d'artistes. Exposition de peinture, œuvres de 21 artistes de la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent, du 27 janvier au 1er février 71. À l'école secondaire de Normandin, l'entrée est libre au grand public de 7h à 10h tous les soirs. En troisième lieu vient, sous d'autres cieux, exposition de photos primées à travers le monde entier. Cette fois, 25 pays y sont représentés par 28 artistes. Du 17 au 22 février 71, en l'école secondaire de Normandin, l'entrée sera libre au grand public de 7 à 10 heures tous les soirs. En quatrième lieu, les marionnettes de Montréal, dans un conte des frères Grimm, Hansel et Gretel Music, tiré de l'opéra Hansel et Gretel d'Emperding au cinéma Le Foyer de Normandin le 31 janvier à 1h30. L'entrée sera de 50 sous. En cinquième lieu vient la troupe de théâtre Arabesque de Montréal. Théâtre pour enfants présenté, je dis bien, le 13 mars 1970 à 1h30 p.m. L'entrée sera de 50 sous. À venir, des programmes qui viendront ultérieurement, je dis bien, l'orchestre de Paul Guéritz, orchestre de Gérard Hébert, le monologuiste Jean Loup et bien d'autres. Eh bien, le comité des affaires culturelles vous souhaite un bon plaisir avec ce magnifique programme. Le théâtre Le Foyer de Normandin présente un programme spécial de 4 soirs et qui sont réservés pour toute la population et pour toute une fin de semaine, à compter de vendredi et ce jusqu'à lundi inclusivement. Voyez Destination Zebra Station Polaire. Film à grand déploiement en scope couleur avec Rock Hudson et c'est l'histoire d'une guerre simulée entre Américains et Russes au pôle Nord. Voyez également comme complément de programme Espion en hélicoptère, un film en scope couleur, film d'action avec Robert Vaughn et David McMillan, les deux légendaires héros qui personnifiaient Napoléon Solo et Colin Hockin dans la série télévisée intitulée Les Agents très spéciaux. Un programme à ne pas manquer de vendredi à lundi. Eh bien, maintenant, voici les prévisions météorologiques. La température se maintiendra au-dessus des zéros cette semaine. Le temps restera clair, aperçu pour samedi et dimanche. Minimum et maximum 0 et 30 au-dessus des zéros. Eh bien, mesdames et messieurs, le Canal 4
vient de vous présenter quelques bulletins d'information et revenez-nous la semaine prochaine, même poste, même heure. D'ici là, au revoir. Cependant, la terre franche de jardin fait un excellent sol aussi pour nos bouquets. Alors disons que nous allons travailler, nous, avec de la terre noire, mais on reviendra dans les émissions subséquentes sur l'utilisation de fertilisants ou d'engrais pour bien nourrir nos plantes. Vous vous rappelez, la semaine passée, qu'on a parlé des pots, et à l'intérieur d'un pot, au fond, il y a des orifices qui sont percés. C'est pour permettre à la plante de ne pas séjourner dans l'eau trop longtemps. Alors, supposons que vous arrosez un bouquet, bien, l'excédent d'eau va passer à travers le pot. Vous utiliserez un couteau pour faire le tour, en essayant de ne pas briser les racines, et là, vous le retournerez à l'envers. Alors, ici, on se place la main donc autour de la tige, on reverse le pot à l'envers, et là, on vient le cogner sur le bord d'une table, comme ceci, et on obtient notre plant qui est sorti du pot avec tout son système radiculaire. On le place maintenant dans le pot où on a placé un peu de sol au fond. Il y a une question maintenant qui peut se poser. À quelle profondeur on doit mettre notre plant? Bien, il y a ceci de particulier. Sur un plant, il faut se rappeler qu'on a deux grandes parties, disons. D'accord. Mais il faut se rappeler qu'au moment de la transplantation, on a pu briser le système radiculaire de la plante. Mais par contre, le feuillage, comme on l'a vu la semaine passée, va transpirer autant. C'est-à-dire qu'il va rejeter autant d'eau. Alors, il y a un déséquilibre qui se crée, si vous voulez, entre le système radiculaire qui peut être brisé et la plante, le feuillage de la plante qui, lui, transpire. Alors, les premiers jours, on doit donc arroser abondamment pendant peut-être la première semaine. Et en même temps qu'on fait l'arrosage, il faut se rappeler les conditions de la semaine passée, cette plante-là a besoin de lumière. Disons que les 2 ou 3 premiers jours, il n'est pas nécessaire de l'exposer au gros soleil. On peut le placer dans un endroit où il y aura une certaine quantité de lumière sans être le soleil direct pour justement réduire au minimum cette transpiration du feuillage. Alors, une fois qu'on aura trouvé un endroit qui est comme celle-ci, qui est planté en terre noire. Alors, je vous rappelle que nous avons une formule de courrier. Si vous voulez nous écrire, vous pouvez nous rejoindre à case postale 130 à Normandin et nous attendons vos suggestions et vos questions pour les émissions à venir. Alors, je vous souhaite une bonne semaine et je vous invite à la prochaine émission de Œillet et Chrysanthème. Bonjour. Une série d'émissions sur les caisses populaires et le mouvement coopératif. Dans les semaines à venir, vous verrez des émissions sur les caisses populaires, le mouvement coopératif des jardins, le mouvement coopératif en général et certaines émissions sur l'UCC. En plus, nous aurons des émissions sur la main-d'œuvre. Cette semaine, vous aurez une émission enregistrée à Roberval. Bonjour. Aujourd'hui, dans le cadre des affaires municipales, j'ai comme invité le maire d'Adbanel, qui est M. Fernand Plourde. Bonjour, M. Plourde. Bonjour, mademoiselle.
Sans plus tarder, M. Plourde, quelles sont les prévisions budgétaires pour Albanel pour l'année 71? Mademoiselle Boivin, il me fait plaisir de venir ce soir à Normandin pour vous parler justement de notre municipalité, Albanel. Notre budget pour 1971, il se situe cette année aux environs de 45 000 $, qui peut être réparti comme ceci. Ça veut dire quoi? 35 000 pièces de revenus sur le revenu général. Il y a 15 000 pièces de revenus d'aqueduc. Et ensuite, nous avons cette année un revenu additionnel de 5 000 $, revenu égout. Alors, c'est la question, il m'a fait plaisir qu'elle me soit posée, car surtout les égouts, cette année, les gens d'Albanel et de Normandin ont eu l'occasion de passer sur nos chemins, et la raison est bien simple, c'était par rapport qu'on était dans les égouts. L'inauguration officielle de ce nouveau système d'égouts a été faite au mois de décembre dernier. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu? Justement, nous avons eu l'inauguration officielle de nos égouts au mois de décembre l'an passé, là, en 1969. 70 plutôt. Et nous avons un réseau d'égouts, franchement parlé, qui est très, très parfait pour la municipalité d'Albanel. D'ailleurs, il va très bien, et nous avons un système qui existe peut-être pas trop dans la province de Québec, car nous avons une lagune, et c'est quelque chose que, automatiquement, il y a peut-être un peu, tout près de la ville de Montréal, il y a une municipalité qui a ça, mais à part de ça, dans la province de Québec, ça n'existe pas. Mais avant ce nouveau système d'égouts, vous aviez quoi? Nous avions, avant ce système qui est généralisé à la grandeur de Villers, nous avions 5 à 6 petits réseaux d'égouts individuels que les gens, souvent, ça l'amenait à la pollution, à laquelle que le bureau d'hygiène en est venu, qui nous forçait même à faire ce réseau d'égouts. Et avec l'approbation du gouvernement, la municipalité d'Albanel, automatiquement, n'avait certainement pas le moyen de le faire, ce réseau, mais à force de chercher et aller fouiller dans les lois gouvernementales qui existent à l'heure actuelle, nous en sommes vus au point que le gouvernement nous a donné l'autorisation de se mettre en marche, et nous avons convenu qu'Albanel était capable de payer un réseau d'égouts, et le taux est certainement minime pour une municipalité comme la nôtre. Mais de quelle façon qui a été payé ce système? Ce système d'égout, mademoiselle, pour vous dire, c'était franchement un succès un peu généralisé par la province de Québec, par la municipalité qui s'est occupée de tout un peu, à nous faire confiance. La province de Québec nous a donné, le gouvernement nous a donné un octroi, pour commencer, de 67 500 $. Et en plus de cet octroi, nous avons fait un emprunt. Nous avons contracté un emprunt, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore contracté, mais l'emprunt que nous allons contracter ces semaines-ci, le gouvernement nous donne encore 30 % de l'emprunt à tous les ans, qui veut dire que si nous avons un montant de remboursement de 5 000 ou 8 000 pièces par année, nous aurons 30 % de 8 000 pièces, qui fait 2 400 pièces d'octroi à tous les ans pendant une période de 10 ans. Mais vous attendez de la visite, là, cette semaine? Justement, je pense que si vous ne me l'aviez pas fait penser, j'allais l'oublier. J'ai eu un téléphone justement cet après-midi des fonctionnaires du gouvernement qui viennent nous rencontrer pour finir justement cet emprunt que nous devons contracter, et ensuite nous allons embarquer sur le marché des obligations. Et je crois que la Société centrale d'hypothèque et de logement, avec la bonne compréhension des fonctionnaires, va nous donner encore un bon coup de pouce, et je crois même que le montant approximatif que l'on demande à l'heure actuelle peut même baisser aux contribuables. Mais dans le village d'Albanel, qu'est-ce qu'il vous reste à faire comme amélioration? Et comme amélioration, dans le village d'Albanel, cette année, nous avons fait déjà beaucoup. Nous avons asphalté toutes les rues, excepté la Grande Rue.
je disais souvent aux contribuables, nous allons être un village automatiquement pourvu de tous les services que la municipalité peut recevoir. Mais en ce moment, quel est l'état des finances à peu près d'Albanel? L'état des finances à Albanel sont très bonnes. D'ailleurs, depuis que je suis maire de municipalité, les taxes n'ont pas augmenté d'un sou. Même de ça, je peux dire aujourd'hui que lors de ma première année à la mairie, nous avions des dettes sur billets payables là, au montant de 15 000 $. Et cette année, il nous reste seulement 6 000 pièces à payer. Et j'oserais vous dire que si ce n'était pas l'intérêt qu'on tire de notre argent, on a un 20 000 pièces en banque, on pourrait payer nos dettes et nous ne devrions pas être. Si on parle un petit peu maintenant de la fusion d'Albanel, c'est pour quand, ça? Oh, la fusion d'Albanel, mademoiselle, je ne sais pas, il y a peut-être seulement moi qui en parle en gros, Albanel, mais je suis convaincu, de ma part, moi-même, je suis pour la fusion. D'abord, deux municipalités contingentes comme les nôtres, ça n'a pas raison d'être qu'on ait deux conseils municipaux dans une même agglomération. Et d'autant plus que ça nous amènerait des dépenses moins fortes en étant regroupés. Surtout deux municipalités comme les nôtres qui pour ainsi dire, on vit dans le même contexte. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a des études qui ont été faites sur ça? Les études qui sont faites, c'est peut-être un peu grosso modo. Je n'en parle moi-même, mais je n'entends pas parler par d'autres. Moi, je suis un homme qui parle peut-être trop haut, je ne sais pas, mais en tout cas, ça ne me gêne pas d'en parler. Je suis pour la fusion de deux municipalités. Mais de là à me fusionner avec plus grand que ça, je parlerai en temps et lieu. Si vous voulez, on en reviendra sur ça, sûrement sur ça avec une autre émission. Je vous remercie beaucoup, M. Plourde, de nous avoir rendu visite. J'espère qu'on va avoir l'occasion de vous revoir. C'est tout ce que nous avions à vous présenter aujourd'hui pour les affaires municipales. J'espère que vous serez avec nous la semaine prochaine. Bonjour. L'émission a été faite aujourd'hui grâce à la collaboration de Laval Dallaire, Michel Savignac, Régent Morin, Martial Larouche et moi-même qui vous dit bonjour et à la semaine prochaine.